Quand j'étais petit, ma mère me disait souvent « Dorian, comment tu peux travailler dans cette chambre en bordel? Comment tu peux inviter des copains, des copines pour bosser dans un bazar pareil ?» Moi je disais « J'aime bien ce bazar, c'est le mien, je m'y retrouve, tout va bien. » Puis parfois elle était vraiment énervée et puis soit elle mettait tout par terre et puis je me forçais à ranger, ou bien elle le faisait elle-même et là catastrophe, je retrouve plus rien. Parce que forcément, quand on est tout seul, on sait bien que quand les autres rangent à notre place, on est toujours en train de chercher les trucs, alors que quand c'est dans notre bordel, on retrouve facilement les choses. Dans l'informatique, c'est un peu pareil, sauf qu'on bosse rarement tout seul. Donc maintenant, je veux plus ça. C'est le bazar là. Donc j'œuvre pour que les projets soient bien structurés, chaque chose au bon endroit. Et aujourd'hui, si j'en suis là devant vous à partager ça, c'était un peu grâce à maman. Alors merci maman. J'adore cet exemple. Un nouveau collègue qui fait un raccordement de fibres arrive et c'est sa première mission. Bon là, il y a 3 cas. J'arrive dans une armoire comme ça. Soit je débranche au hasard quelqu'un, puis je branche une autre personne. On connaît personne et pas de société qui font ça. Il y a une deuxième option, c'est je refais un peu tout, je passe du temps, je range bien tout et puis c'est ok. Et la troisième solution, c'est je démissionne. On connaît personne qui fait ça non plus. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Dorian Lamandé. J'ai 15 ans d'expérience en développement informatique. Moi aussi, je commence à être un peu vieux. Ça fait suite au taux de l'Adrien. Je fais plein de trucs. Je suis tech lead, développeur, formateur. Je lead une tribu chez Octo Technologies sur le DDD, Domain Driven Design. Qui connaît Octo? Moi, je connais. Ah, pas grand monde. C'est une petite... c'était une petite ESN qui est devenue un peu grosse. On est 800, 900. Et on fait du conseil, de la formation, du delivery. En bas, vous avez tous mes réseaux sociaux. Donc peut-être qu'on n'aura pas le temps pour les questions à la fin. Et vous pouvez me contacter sur n'importe quel réseau social, même sur Twitch. Pas quand je suis en train de inter sur League of Legends. Là, vous me laissez tranquille. Mais sinon, en dehors de ça, vous êtes les bienvenus. Et au milieu, il y a une phrase un peu clivante que j'aime bien afficher. C'est « La confiance n'exclut pas le contrôle ». Je lis souvent plein d'équipes. Bonsoir, bienvenue. Fallait pas arriver en retard. Et ce que j'aime bien faire, c'est donner la confiance par défaut, mais mettre en place des petites choses quand même qui vont regarder si on va bien dans le droit chemin, etc. Donc, de temps en temps, je regarde ce qui est fait, j'aime bien ça. C'est important. Cette slide, on voit bien ou pas? Ouais, ça va. Ça pourrait être la slide de fin de ce talk, et c'est la slide la plus importante du talk. C'est isolé, c'est gagné. On pourrait presque tous le répéter en même temps, on va pas le faire. Mais c'est isolé, c'est gagné. On va parler de 2 architectures aujourd'hui. En haut à gauche, c'est la clean architecture. Okay. Et en bas à droite, on a l'archi hexagonale. Ces 2 archis, parmi tant d'autres, on avait un super talk avant sur plein d'architectures, ces 2 archis, elles ont le même but, c'est d'isoler la valeur métier. C'est juste ça, ce dont on parle. On isole, ok? On isole ça de la techno, des frameworks, et on essaie de rester le plus agnostique possible de la technologie. Je vais détailler un tout petit peu ces 2 archis, et après on essaiera de parler un peu web quand même. La première archi, celle dont on va parler, c'est la Clean Architecture, 2012. Puis un peu plus tard avec le livre Clean Architecture, 2012 par Robert Cecil Martin, qui est co-signataire du Manifeste Agile. Qui connaît le Manifeste Agile? Ok. Qui sait qu'il y a 2 parties dans le Manifeste Agile? C'est la partie 2 la plus importante. La première, c'est pour les marketeurs, des agilistes, tout ça. Nous, les développeurs, ce qui nous intéresse, c'est surtout la deuxième partie avec les 12 valeurs.
Je vous invite à les relire et vous verrez que finalement c'est plus important que les 4 principes qui sont en première partie. La clean architecture, c'est des cercles concentriques. Okay. À l'extérieur, on va retrouver tout ce qui est technologique. Les devices, le web, l'UI, la base de données, etc. Et au plus on va se rapprocher des cercles, au plus on va se rapprocher de la valeur métier, des règles applications business. Très rapidement, le livre est très très long et je vous le recommande pas si vous connaissez pas la clean archi. On en parle à la page 200. On commence à en parler à la page 200. True story. J'ai dû le lire plusieurs fois et je le maîtrise pas encore. Bref, si on retient quelque chose de la clean architecture, c'est essentiellement 4 choses. On a un présenteur. Un présenteur, c'est quoi? C'est des règles de présentation. Ça va prendre des objets et pourquoi pas les présenter, par exemple en back-end, on a un modèle JSON, par exemple. Un use case, c'est de l'orchestration. Je vais appeler plusieurs objets qui contiennent les règles métier. Je vais orchestrer tout ça, très bien. Dans les entités, je vais avoir toutes mes règles métiers, mes règles vraiment d'application business. Et ensuite, on va avoir souvent des repositories, au sens data access layer, pas forcément le pattern d'architecture qu'on peut connaître, ou le design pattern. Use case, dans la littérature, on retrouve aussi Interactor, grâce à l'architecture qu'on avait vue sur iOS à l'époque, qui s'appelait Viper. Pour View, Interactor, Présenteur, le R, je ne me rappelle plus. Bref, c'est pas important. On a essentiellement ça. Donc quelque chose de très structuré, très on y va. C'est très très clair quand on fait la clean archi, parfois un peu trop, on se dit il y a beaucoup de choses, etc. Mais au moins on est drivé, on part là-dessus, on sait sur quoi on va. Top. Et de l'autre côté, il y a le flux. Donc le flux, on passe par une techno, on arrive par un contrôleur, un use case, des entities, et on ressort par une gateway. Et cette gateway, souvent, c'est une base de données. Ok, on rentre par un point et on va faire une écriture en base. En web, si on fait ça, on n'affiche rien. Donc on verra tout à l'heure comment on peut faire. L'architecture hexagonale. Alistair Cockburn, c'est comme ça que ça se prononce, en 2005. Lui aussi co-signataire du manifeste agile, donc encore un dev, très important. On les aime bien, les PO, tout ça, vous verrez tout à l'heure, j'en parle un peu. Et on appelle aussi l'architecture port adapteur. C'est quoi les ports adapteurs? L'analogie que j'aime bien et que j'ai piqué à un ancien collègue qui est parti chez les copains, chez Zenica. Il prenait cet exemple, il fait, un port c'est quoi? C'est comme une prise de courant dans un mur, 2 trous, une masse, je fournis 220 volts, et je sais absolument pas ce qui est branché à cette prise. On peut y brancher une télé, un sèche-cheveux, un lave-linge, whatever, un Mac, tout ce que vous voulez. La prise de courant n'est pas au courant, ok, vous l'avez, n'est pas au courant de ce qui est branché dedans. Dans votre code, c'est pareil. On va utiliser des ports, et le code qui va utiliser ce port-là ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ok, on veut isoler. Par exemple, je fais un appel au back-end. Je vais utiliser un port qui dit, je ferme mon appel pour récupérer, des articles. Derrière, on ne sait pas si on va appeler un CMS, une base de données, un fichier en local. On s'en fout, en vrai. Ok, c'est ça, les ports adapteurs. Donc là, c'est beaucoup plus simple. Mais ça peut être vite le bazar aussi, parce que on a des ports, des adapteurs. Une application, c'est hyper mal nommé. Application, c'est pas toute l'application, c'est un domaine, une feature. Quand on demande à Alistair, il dit j'en ai rien à faire, tu te débrouilles, I don't care. Il disait à mon collègue Christophe, il a posé plein de questions. 80% de ses réponses c'était I don't care, tu te débrouilles. Tu fais des ports, des adapteurs et c'est comme ça. Néanmoins, il dit que à l'intérieur de l'hexagone, on va retrouver les règles d'application et métiers. Bon, super, on va essayer de partir là-dessus. On va voir ce qu'on peut faire. C'est pas méga clair. Et mon collègue Christophe s'est dit, c'est pas clair, mais en même temps... Ah oui, pardon, j'ai oublié le flux. On rentre par un port à gauche, on utilise un port et on sort par un port à droite. Donc là, pareil, en front,
Je ne sais pas quand est-ce que je vais afficher mes pages, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Et là, mon ancien collègue Christophe, il s'est dit, pourquoi on ne ferait pas une fusion, un peu à la DBZ. Désolé pour ceux qui ne connaissent pas. J'aime bien faire des références de vieux, moi aussi. En fait, on va prendre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le truc bien structuré de la Cleanarchy, mais quand même dans des hexagones, pour mettre un peu des frontières, pour isoler. Ok ? Parce qu'on se souvient, ce qu'on a vu tout à l'heure, isoler, c'est bien, ça suit. Donc là, ce qu'on va voir, c'est l'hexagone, on le prend à partir des use cases et des entities. À droite, on voit bien ? Ouais. À droite, vous avez une structure d'un projet qui est vraiment en prod et tout ça, vous aurez le lien vers le code source à la fin, qui reproduit exactement ça. C'est-à-dire que j'ouvre mon IDE et je vois directement tout ce qui est possible de faire sur mon app. Spoiler alert, c'est du front. Est-ce que vous connaissez le nom de ce type d'architecture? Qui est Discreaming? Bravo. T'as gagné un truc. Ouais, mais t'as été plus rapide, je crois. Tu viendras me voir à la fin, t'as gagné un bouquin. Il y a 3 bouquins à gagner, il en reste donc. Bien. Ce qui est super avec la Screaming architecture, c'est que quand on fait de l'onboarding, comme j'ai dit, c'est super clair. On voit directement les features qui sont proposées par l'application. S'il y a un problème, par exemple dans le chargement du profil utilisateur, il y a de grandes chances que ce soit dans le domaine profil utilisateur et dans le use case chargé profil utilisateur. C'est plutôt cool. Donc voilà, je range ma chambre. Merci maman. Je lui montre à chaque fois. Tu as vu, c'est bien rangé. Hein, c'est bien. Je comprends pas ce que tu fais, mais c'est bien. Évidemment, je développe pas pendant 50 minutes chacune de ces 2 architectures. Ce serait bien trop long. Ça me plairait de le faire, mais ce serait bien trop long. Du coup, j'ai encore lui, je l'aime beaucoup, mon ancien collègue qui a fait un super talk à Sonytech qui parle de la clean archigonale. Vraiment très longuement, déjà, pendant 50 minutes. Et si vous en voulez encore, on anime une chaîne Twitch, puis YouTube, qui s'appelle Instant Coding. Et là, on en parle pendant 2 heures, avec même des exemples de code. Donc là, vraiment, si vous voulez un peu creuser le sujet, n'hésitez pas à voir le replay. J'aime bien ça. La valeur du front. Il y a beaucoup de développeurs, développeuses qui ont envie de se faire plaisir et du coup, day one, quand il y a un nouveau projet, surtout from scratch, partent directement sur on va mettre ça comme lib, ça comme framework, c'est super hype et tout, on va tester ça. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça la valeur du front? Moi, je pense pas que ce soit les frameworks et les librairies qu'on utilise. Ça peut nous aider, c'est vrai. Mais vos utilisateurs et nos clients, en fait, la stack qu'on va mettre en place, ça peut les intéresser, mais en fait, si votre site il marche pas avec n'importe quel lib, juste il marche pas. Donc c'est pas ça la valeur du front. C'est plutôt comment je fais pour assurer une expérience de qualité à mes utilisateurs. C'est comment je traduis graphiquement le business que je veux délivrer et accessoirement aussi comment j'isole, comment je retrouve fonctionnellement toutes les règles qui vont construire cette application. C'est ça la valeur. Ok ? C'est super important. Et pour faire ça, on n'a pas besoin de milliards, de milliers. Non, on fait pas ça. On n'a pas besoin de plusieurs dizaines de libs pour faire un front web. Alors, comment ça se passe côté front? Pour illustrer ça, je prends un exemple sur lequel je travaille actuellement. On fait du Vue.js. Donc, on a des composants Vue. Un composant Vue, c'est quoi? Qui fait du Vue pour un petit peu? Ok. React? Ok. Autre? Ok. un tiers. On fait du Vue, on a un composant Vue. Classiquement, on retrouve du HTML, on retrouve du TypeScript
et pas du JS. On se respecte un petit peu, on fait des objets et tout, des classes. Vous verrez, si vous n'avez pas essayé, c'est vachement bien. Et ensuite, on a du CSS. J'ai horreur de ça, le CSS. J'en reparlerai un petit peu après. Je suis nul en intégration. Intégrateur, pour moi, c'est un vrai métier. Et je suis pas fait pour ça, je pense. Des fois, je mets des journées entières à faire un truc et j'ai un collègue qui repasse, il fait « Ah ah, ça prend 10 minutes. » Ok. Donc, je fais appel à un use case, pardon, je suis allé un peu trop vite. Une fonctionnalité. Ok. Par exemple, je veux récupérer des articles. Cas simple. Je fais appel à mon use case, récupération article, execute, et là, il se passe quoi? Bah souvent, on fait un petit appel back-end, quand même. Nos fronts, ils sont quand même, la plupart du temps, connectés à un back-end. Très bien, je fais appel à une API. J'ai un port, l'adapteur, c'est mon back-end, let's go. Et puis là, mon client, il vient me voir, il me fait... C'est quand même chiant d'avoir, dans le code source du back-end, la liste des articles. Parce que si je veux changer des articles, il faut que je fasse une MR, tout ça, je publie, je mets en prod. Ce serait bien de pouvoir administrer tout ça. Ça serait chouette. Et là, on se dit, on va mettre un CMS. Et là, je dis, putain, CMS. Chiant. En fait, pas tant que ça. Parce que comme la récupération d'articles, j'ai mis derrière un port, finalement, j'ai juste un deuxième adapteur à mettre en place qui va implémenter le même contrat d'interface que mon back-end. C'est trop bien, parce que je change une classe, tout le reste est isolé. Isolé, c'est gagné. Du coup, en 20 minutes, j'ai juste pu faire un appel à mon CMS. Le payload changeait entre mon back-end et mon CMS. Forcément, c'est pas forcément le même payload. Mais derrière, moi, j'avais mes objets qui étaient déjà tout prêts. Donc, c'est nickel. Si j'avais utilisé les mêmes objets du début à la fin entre le back-end, l'API et mon composant Vue.js, ça m'aurait pris un tout petit peu plus de temps. Même, voire beaucoup plus de temps. J'ai pas envie de tout changer quand je décide de changer d'infra, par exemple. Donc là, super. Ça m'a un peu sauvé la vie. Mon client était ultra content. Il dit, ah ouais, pas mal ton truc quand même. En peu de temps, on peut vraiment bouger comme ça. Et on bouge fréquemment. On est un peu en R&D, donc des fois, on fait juste des trucs en mémoire. Et après, on se dit, ok, là, on va décider de la techno qu'on va mettre en place. Et on y va. L'autre truc cool, c'est que, vu qu'on est en greenfield, c'est-à-dire en un nouveau projet, le back-end, des fois, il n'est pas prêt. Ça arrive. D'accord ? On travaille sur la même story, sur le même domaine, la même feature. Faut faire les routes API, et puis l'équipe back-end elle va débuter en même temps que nous. Nous, on fait un port en mémoire qui va balancer tout le temps les mêmes objets. Puis une fois que le back-end est prêt, il dit c'est bon, on peut se brancher. Hop, on fait l'adapteur, on se branche, et c'est fini. Ce qui permet parfois de nous faire un petit peu à la course. On dit, ouais, côté front-end, on a fini. Alors, le bac, vous en avez tout. Et celui qui perd paye une bière. Un autre port qu'on utilise en front-end, c'est le stockage local. Ok. Je pourrais faire un talk sur arrêter d'utiliser les stores en front. Ou de les utiliser n'importe comment, plutôt. Un store, littéralement, ça veut dire stocker. Je stocke. Je mets pas des règles métiers dedans. D'accord ? Je fais pas non plus appel à d'autres stores qui appellent d'autres stores, qui appellent d'autres stores. Puis je pourrais continuer comme ça pour aller mettre à jour des composants. Parce que j'ai mon composant 1 qui a changé. Du coup, je change le store peut-être, qui lui va mettre à jour un autre composant. C'est un enfer à débugger, à maintenir et à mettre des tests dessus. Je vous en parle même pas. J'ai vu ça une fois, je me suis arraché les cheveux. Et après, j'ai essayé de planquer tout ça derrière du code un peu plus propre, mais c'était vraiment très difficile. Ici, dans l'application, j'ai un store qui va uniquement stocker des données de session, genre mon prénom, le nombre de points que j'ai gagné, un code postal, parce que j'en ai besoin pendant la durée de session, mais c'est tout. Donc je stocke vraiment le strict minimum. Et puis c'est bien rangé.
Une fois qu'on a ça, on va revenir, parce que notre composant il affiche toujours rien. Une fois que j'ai préparé mes entités, mon article à afficher par exemple, je vais filer ça à un présenteur, et le présenteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer ces petites entités en quelque chose qu'on va appeler un view model. Okay. Qui a fait du MVVM par exemple? Cool. Du MVP? 2. On y retrouve à peu près la même chose, c'est le view model, c'est-à-dire c'est l'objet qui va alimenter votre composant. C'est vous qui allez le construire, et dedans, par exemple, ce que je prends le plus souvent, c'est une date. Au lieu d'avoir un timestamp, par exemple, dans une entité, on va le transformer en quelque chose de lisible par un humain. Ok, par exemple, le vendredi 6 décembre 2024. Cette transformation va s'effectuer dans le présenteur. Ok. Là, si vous voulez utiliser du DJS ou whatever, vous pouvez. Encore que, si par mégarde vous faites un datetime.nao et que vous faites des tests unitaires sur cette classe qui contient un datetime.nao et que c'est une vraie implémentation qui est utilisée derrière, à chaque fois que vous allez runner votre test unitaire, tous les jours, le datetime.nao va changer. Vous dire, putain, mes tests ils marchaient hier, mais aujourd'hui ils marchent plus. Ouais, la date elle a changé. Donc ça, avec un petit peu d'inversion de dépendance, vous le changez et vous le moquez. Voilà, petite parenthèse. Donc là, on met à jour le présenteur, et le présenteur, je vais vous montrer du code après, il va notifier le composant que les données sont prêtes à être affichées. Je vais y arriver. Voilà le flow. Est-ce que ça marche pour un front web? A priori, si je suis devant vous, c'est que ça marche plutôt pas mal. Ça, c'est le front web sur lequel je bosse actuellement, qui est en prod depuis septembre. Depuis bien longtemps, mais on a ouvert à la population. On a fait un soft launch et tout, c'était sympa. Et pour l'anecdote, c'est pour le gouvernement. Donc j'ai eu à peu près 4 clients. Donc Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Barnier, je crois bien, s'il est encore en poste. Et puis on verra bien le suivant. C'est rigolo. Mais on résiste, on est toujours là. Alors, ici on a une liste de recommandations. On retrouve des articles et des quiz. Comment je fais ça? Eh bien, je vais utiliser un composant qui s'appelle coach.vue, peu importe le naming ici, et puis je vais avoir à l'intérieur de ce composant un peu route, un sous-composant qui est coach recommandation, qui va prendre un view modèle en paramètres, et puis aussi des petites classes CSS tranquillou. En Vue.js, on a donc une partie template, et on a une partie script. Dans cette page un peu par an, dans la partie script et notamment au niveau du setup, on va instancier tout ce qu'on a vu avant, le use case, le repository et le présenteur. On retrouve en vert la partie, en vert on retrouve la partie adapteur. Ok, donc je vais passer un adapteur à mon use case et ensuite un autre adapteur au moment de l'exécution de la méthode. Et à la fin, on a la callback qui dit « Est-ce que j'ai des recommandations qui sont prêtes à afficher ?» Oui, j'affiche. 80% du code de l'application, c'est ça. Ça, c'est cool. Parce que quand on a des nouveaux développeurs qui arrivent, et souvent des développeurs juniors, ils aiment bien procéder par mimétisme parfois. Et en fait, ils ont une structure, ils la respectent, et dans 80% des cas, ça fonctionne. Et ça fonctionne plutôt bien. Et du coup, on n'est pas perdu. Si on fait que ça ne va pas suffire. On va rentrer un petit peu en profondeur, on va en détaillant. Ça, c'est le petit composant qui permet de faire une carte. Là, il y a du monde. OK. Il y a du monde parce qu'il y a beaucoup de classes CSS. Je rappelle que je n'aime pas ça. Mais je fais du front quand même. Bizarre, le gars. Ce que je vais vous montrer, c'est que ici, on a, à la fin du fichier, on a une define props avec le view model.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste binder, entre guillemets, mon vieux modèle à mon template. Comme si je faisais que des getters, finalement. Je vais pas avoir de concaténation, je vais pas avoir de calcul, je vais pas avoir de règles là-dedans. Mon titre, je l'affiche comme ça. Les points, pareil, je les affiche comme ça. Ça, par contre, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que ici, dans mon router link, le title, pour l'accessibilité notamment, et ben là, il y a dû y avoir une petite flemme. Ça m'embête de rajouter une propriété. J'ai déjà tout ce qu'il faut, hop, je le fais là. Ouais, mais non, parce que nous, sur notre projet, les composants, on n'aime pas trop les tester unitairement. Parce que c'est un peu galère, il faut les instancier, il faut booter un petit contexte, etc. Ça peut prendre un peu de temps à l'exécution. Alors que mon présenteur, qui lui est en full TypeScript, en 3 millisecondes, vous verrez ça après, c'est testé. Donc là, j'ai un loupé au niveau de mes tests unitaires. Ce que je ferais, c'est que je vais recréer une nouvelle propriété, qui est bouton title, par exemple, ou bouton titre accessibilité, et qui, dedans, contiendra la concaténation de ces deux champs-là, et je pourrai facilement le tester unitairement. Donc ça, plutôt dans le présenteur. Si on reprend un peu tous les éléments, on a le use case, lui c'est le chef d'orchestre. Pour savoir si un use case est bien écrit, dans les imports, vous n'avez absolument pas le droit de mettre autre chose que des ports. Ok? On se rappelle, la prise de courant, elle n'est pas au courant de ce qui a branché dessus. Les use cases, c'est typiquement votre mur. Il y a des prises, on va se brancher. Le seul truc qu'on peut trouver dans un use case, c'est éventuellement ce qui vient du shell. Et attention, on ne met pas n'importe quoi dedans. C'est des éléments un peu cross-domaine qui peuvent vous aider. Je rappelle que petite parenthèse en DDD, tout ce qui est share, qui connaît Domain Driven Design, juste pour voir? Ok. Ce qui est dans le shell ou le share kernel, on veut que ce soit le plus petit possible, voire même que ça contienne rien du tout. Parenthèse fermée. On va avoir notre entité ici. Alors par rapport à des langages comme Java, Kotlin, C#, etc., on s'est mis d'accord dans l'équipe pour faire uniquement des interfaces au niveau des entités. Parfois, je regrette un peu ce choix, parce que je ne peux pas mettre de méthode sur mes interfaces, qui sont mes entités métiers. Et parfois, j'aimerais bien mettre un peu de règles dedans, pour checker 2-3 trucs. Dans 90% des cas sur le web, ça fait le job d'avoir des interfaces, mais parfois j'aurais bien voulu avoir des classes. Donc j'ai mon entité, et ici, dans mon use case, je vais retrouver en orange mes ports, ok. Et je vais faire appel, par exemple ici, à charger recommandations. Une fois que je les ai, je présente les recommandations, c'est tout. Pareil, 80% du temps, c'est ça. Là, vous pourriez me dire, ouais, Dodo, t'es bien gentil, mais là, ça fait un peu passe-plat ton truc. On pourrait directement faire appel depuis le composant à ces trucs-là. Vous auriez raison, sauf que des fois, c'est un peu plus compliqué que ça, et surtout là, je peux tester absolument tout aussi. Avec du TypeScript vraiment vanilla. Ok? D'ailleurs, Jim me le dit parfois. Ça fait pas un peu passe-plat ton truc? Si, Jim, ça fait passe-plat. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Le use case, il peut parfois avoir un petit peu d'intelligence. Ici, j'ai un cas où je réponds sur un quiz. Et dans notre business, le quiz est souvent rattaché à un article. Très souvent. Du coup, quand je réponds à un quiz, il faut que je prévienne mon back-end, parce qu'il n'est pas assez intelligent pour le faire tout seul, qu'il faut marquer l'article comme lu. Donc là, je fais appel à mon use case, c'est bon, j'ai terminé le quiz, tout va bien. Ah, au fait, le quiz, il était rattaché à un article. Donc du coup, marque-le comme lu. Et là, il y a une petite cerise sur le McDo. C'est que je préviens l'application que, éventuellement, le quiz a été terminé. C'est ce qui me permet de mettre à jour un composant qui s'appelle le score,
qui lui va aller refetcher les points et se mettre à jour. Et j'ai découvert récemment que ce truc-là était nativement codé par Vue.js, et j'en avais aucune idée. Ça s'appelle Signal. Et Signal, ça permet de faire quoi? Bah exactement ça. Derrière le code de Signal, c'est un pattern publisher. On publie, on se souscrit, et ça permet à ce que vos composants ne se re-rendent pas. Donc pour la performance, c'est cool. Mais là, ce que j'ai fait à la main, parce que derrière, il n'y a pas de lib pour faire ce truc-là, bah pareil, le composant, il se re-rend pas. Donc j'étais assez fier d'avoir, sans savoir recoder un truc qui était dans le framework, et du coup sans framework. C'était trop bien. Donc on peut faire un peu plus que ça dans un... C'est pas obligé que ce soit tout le temps du passe-plat. Ce qui fait que Jib, il est content. Le repository, là, c'est le moment de se faire plaisir. On est côté adapteur. Donc là, allez-y pour les libs, allez-y pour les libs de cache, allez-y pour les libs HTTP. Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Moi, j'ai utilisé Red Axios. Au début, on m'a dit « Ah là là, t'as mis Axios, c'est pas bien pour la planète. » Je fais « D'accord, ok. On va utiliser Red Axios, c'est un peu meilleur pour la planète. » D'ailleurs, le changement, ça a été juste un remplacement dans le package.json. Parce que comme c'est bien isolé, bah, j'ai pas eu besoin de le changer un peu partout. Donc super. Là-dedans, on a le droit d'avoir de la techno. Là, je mets un peu tout ce qui concerne le payload que je vais recevoir de mon API. J'aime bien suffixer par API model, comme ça je sais directement avec le nom que ça vient de l'extérieur. Et là, je vais avoir ma classe d'implémentation du port, ok, donc le vert implémente le orange. Et dedans, bah, je vais avoir mon code qui va faire l'appel à mon API. Et puis derrière, je vais simplement mapper, ok. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'intelligence. D'ailleurs, ces classes d'adapteurs-là qui concernent le mapping vers mon API, je ne mets pas forcément de tests unitaires dessus, je vais mettre des tests end-to-end plutôt. Là, ça va être un peu petit, mais parce que comme on fait du front, bah, les présenteurs, vous vous doutez bien, vont prendre un peu plus d'importance. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du présenteur? Pour simplifier ici, j'ai mis des petits vieux modèles. Là, c'était la récupération de défis, par exemple. On va donc définir un contrat qu'on va passer avec nos composants, des vieux modèles. Très bien. On va avoir encore notre adapteur, qui est le présenteur, qui va implémenter notre interface, notre port. Dans le constructeur, on va passer une petite méthode qui va permettre aux composants, je vous ai montré tout à l'heure, de savoir quand est-ce que la donnée elle est prête à afficher, la petite callback. Parfait. Et là, je vais avoir une méthode présente dans laquelle je vais avoir mon retour, avec par exemple le titre, et une petite méthode en dessous qui est déterminer image. Mon backend, parfois, peut me renvoyer une image par défaut, et puis moi, si j'ai stocké dans mon front et que je veux mapper mon type d'interaction en fonction des images que j'ai, bah, je vais le faire ici. Donc, vous voyez, je transforme ce que j'avais de mon entité vers quelque chose de là visible. C'est complètement fait pour ça, les views modèles. Ce qui vient avec ce présenteur, c'est que bah, dans un cas d'utilisation, je peux présenter d'une manière, et pour le même cas d'utilisation, je peux présenter d'une autre manière. Je ne vais pas réécrire tout le use case, je vais venir simplement, je vais venir simplement brancher un autre adapteur à mon présenteur. Et à la fin, évidemment, je fais appel à ma callback en disant c'est bon, les défis sont prêts à être affichés. Les tests unitaires, c'est pas un fake. D'ailleurs, la slide ici n'est pas à jour parce que j'ai changé de Mac. Je suis passé sur un M3. Je sais pas parce que c'est un M3 ou pas, mais j'ai divisé par 3 le temps d'exécution. Donc maintenant, ce même test-là, il prend plus de 3 millisecondes, il prend 1 milliseconde. C'est super chouette sur un front de pouvoir tester une feature en 1 milliseconde. Qui le fait? Non. Voilà. C'est testé évidemment fonctionnellement, bien sûr. On teste pas le DOM dans ce type de test unitaire. Ok. Donc là, bah, ça va être l'écriture de tests classiques, comme on peut le voir. Un describe et un hit. Sur le given, je vais passer une doublure de test pour mon repository. Je n'appelle pas directement mon backend. Je vais retourner des objets qui m'arrangent pour mon cas d'utilisation.
ici c'est un mock, je fais appel à mon use case, vraiment, mon code de prod avec un présenteur de prod, et à la fin je regarde ce que j'ai. Donc là, ce que je m'attends, c'est pour les défis, je m'attends d'avoir un tableau d'objets qui contiennent un bouton avec un libellé, avec même des classes CSS. Très marrant à faire. Pas pour moi, mais très marrant à faire. Une URL, parce que mon bouton fait qu'à un moment donné, on est redirigé vers potentiellement une URL, une image et un titre. Ici, pour le cadre de la conférence, c'est rigolo de voir le style CSS dans le ViewModel. Dans la vraie vie, et ça c'est vraiment un code que j'ai pris, dans la vraie vie c'est un peu moins marrant. Pourquoi? Parce que finalement, je dis depuis tout à l'heure, isoler c'est gagner, mais coupler c'est pas gagner par contre. Donc coupler son ViewModel avec son composant, sachant que nous on a des composants qui changent relativement souvent, merci les UXUI, je ferai un talk plus tard sur les UXUI. C'est pas super fun parce que du coup, même si je change une couleur ou quoi, mon style va changer, mes tests vont péter, et en fait je le veux pas parce que mon comportement, ce que j'affiche, finalement, est-ce que je dois vraiment mettre le CSS ou pas dedans? On peut débattre. Ok, mais avec le recul, mettre la classe CSS, c'est pas forcément ce que je veux. Voilà. Mais pour l'exemple et pour pousser le truc vachement jusqu'au bout, on peut le faire. 3 millisecondes. C'est trop bien. Mes journées, moi, je commence à 9h, je termine à 17 parfois, souvent même. Puis à 17h01, je lance mon front et puis je regarde si tout marche bien. Non, c'est pas vrai. Faites pas ça. Contrôlez quand même que dans le navigateur, ça s'affiche de temps en temps. C'est mieux. Alors si on récapitule, qu'est-ce qu'on gagne à faire ça? Commencer à développer alors que les API ne sont pas prêtes, j'en ai parlé. Sur notre projet, ça arrive très souvent, on commence la même feature en même temps avec le back-end. Ils sont pas forcément prêts, on se met d'accord sur un contrat et on y va. Avoir un objet, le ViewModel, qui est parfaitement adapté à votre composant. Ça c'est top, parce que moi qui n'aime pas faire d'intégration, je me mets d'accord avec mon collègue, qui lui va faire l'intégration, je dis on va utiliser toutes ces propriétés, tu peux commencer à faire ton composant, mettre des tests dessus si tu as envie, puis on travaille sur la même branche, on se marche pas dessus, malgré qu'on soit sur la même branche, parce qu'on travaille en isolation, et isoler c'est super. Et on avance comme ça. On peut changer l'UI de la page sans tout réécrire. Je vous promets que sur notre projet, on a une refonte tous les 3 mois. C'est énorme, une refonte tous les 3 mois. Franchement, des fois, j'en peux plus. Je vais arrêter. Décidez-vous, testez et tout ça avant de nous l'envoyer en dev. Ouais, mais on sait pas faire des prototypes. Il faut que j'arrête avec ça. Mais c'est pas grave parce que, et je le savais pas, j'ai vraiment appris là, très récemment, en travaillant avec cette architecture, que c'est hyper résilient. C'est pas grave que l'UX, que l'UI change, parce que finalement, mes objets, on va juste les déplacer un peu différemment, mes objets visuels, mais mes ViewModel, eux, magiquement, ils changent pas. Ouais, parce que le contenu qu'on veut afficher, c'est toujours le même, c'est juste qu'il va être positionné un peu différemment, dans un flow un peu différent, et ça marche bien. Et je suis super content que ça me sauve aussi là-dessus. Parce que des fois, c'est un peu pénible quand même de tout réécrire, etc. On n'aime pas trop ça, on est un peu feignants, nous, les devs, parfois. Parfois, j'ai dit. Non, parfois. On facilite aussi la testabilité avec l'absence de lib, ou le fait qu'on ait peu de librairies, on l'a vu tout à l'heure, 3 millisecondes, et on n'est pas obligé de relancer l'app à chaque fois qu'on fait une feature. Et ça, c'est super agréable. Et enfin, l'organisation de l'équipe, on s'organise bien entre nous, entre devs. J'ai essayé de mettre en place ça sur un plus gros projet que vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Mon Espace Santé. Ok. J'étais tech lead là-dessus, je lidais 5 équipes de dev front sur un projet un peu brownfield, pardon. Je suis arrivé, il y avait déjà du code là-dessus, et quand je suis arrivé là-dedans, je fais, oh mon Dieu, où est-ce que je suis arrivé? Bon bref, c'est pas grave. Ils étaient en vue 2, pour la petite anecdote, parce que j'en ai pas parlé. Ils étaient en vue 2, et il y en avait de partout.
Là, il y avait des stores de partout, il y avait des règles dans les composants, dans les stores, etc. Un enfer, vraiment un enfer. Il y avait class component qui était utilisé pour faire des composants avec des classes. Super idée au départ. Par contre, quand il a fallu migrer vers Vue 3, ah bah ça marche pas. Class component pas supporté. Vuex plus recommandé, deprecated. Je crois qu'ils ont mis pas loin de 6 mois à vraiment faire une migration full time. C'est pas marrant en vrai. Moi sur mon projet là, je suis passé de Vuex à Pinia max en une demi-journée jusqu'à la mise en prod. Parce que j'avais tout isolé. Là où sur la CNAM, et ok, sur mon espace santé, c'est un projet avec beaucoup plus de lignes de code, mais il y en avait tellement de partout qu'il a vraiment fallu s'organiser. Alors que si on avait bien isolé dès le départ, bien ciblé les choses, on n'aurait pas eu ce problème. Aujourd'hui, je peux prendre le code, je peux lancer un projet React, par exemple. Bon, en fait, toute ma partie de domaine, elle serait déjà présente. J'aurais juste mes composants à refaire. Je dis pas que je vais le faire, hein, parce que ça n'aurait pas vachement de sens de faire ça. Sauf si Vue.js serait amené à abandonner. Mais comme j'ai toujours été chanceux dans ma vie, toutes les technos sur lesquelles j'ai travaillé ont jamais été abandonnées. Parce que j'ai pas travaillé sur Silverlight, j'ai pas travaillé sur Windows Phone, et j'ai pas travaillé sur Xamarin non plus. Il y a des technos que vous n'aimez pas sur lesquels vous voulez que je bosse? PHP. Donc si un jour Vue.js s'arrête, vous saurez que potentiellement j'y suis pour quelque chose. Ok, on va faire un petit jeu. À votre avis, sur cette page, je fais appel à combien de use cases? Par main levée, les personnes qui pensent qu'il y a un use case, levez la main. Personne. 2 use cases. Personne. 3 use cases. Ouais. 4 use cases. Un peu plus. 5 et plus. Ok. On va regarder. On râle pas, hein. Il y en a un déjà. Chargement de l'onboarding. Facile. Celui-là, on pouvait presque le deviner. Un autre. On en a parlé un petit peu. Les recommandations. Chargement des missions recommandées pour vous. Ça fait 2. Il y en a un ici, c'est le chargement des quiz recommandés et articles aussi. Ça fait 3. Alors, est-ce qu'il en reste 1 ou 2 encore? Suspense. Comment? Faut scroller? Non. Sinon, on en aurait beaucoup plus. Là-haut, là. Hop là. Chargement du score. Et en fait, c'est tout. Le Dorian qui est à côté, là, lui, il est déjà chargé avant à l'Autante. Mais pas le score. Donc ici, 4 use cases. Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'en fais plus? Et en vrai, tu as raison, il y en a beaucoup plus dans la réalité, parce on peut scroller un petit peu en bas. Pourquoi je fais ça? Parce que, en découpant avec des use cases, s'il y a une partie de mon front qui ne répond pas parce qu'un back-end est tombé, etc., bah en fait, mon utilisateur, il peut toujours utiliser mon front. Je vais peut-être afficher un message d'erreur bien identifié sur une des sections de ce front-là, de ma page, pardon. Ok? Je vais pas mettre toute la page en erreur, gros comme ça, désolé, veuillez réessayer plus tard, parce que mon score là-haut, il s'affiche pas. Ce serait bête quand même. Si l'API de scoring elle marche pas, bah elle marche pas. C'est pas très grave. L'autre truc, c'est que parfois, là vous le voyez pas, mais aujourd'hui, ce screen-là, pourtant il est pas vieux, hein. Mais déjà, pour la petite anecdote, il me reste 5 minutes. Pour la petite anecdote, le truc que vous voyez en haut, l'onboarding, ben, on l'a déjà trashé. Et je vous promets que j'ai mis mes slides à jour il y a 3 semaines, je crois. Donc ça n'existe plus, c'est déjà remplacé par autre chose. Et cette autre chose prend un peu de temps à charger. Donc si j'avais un use case dans lequel je charge tout, bah, ça aurait été peut-être un peu plus galère de faire l'insynchronisme, etc. Là, je peux charger, et puis bah, quand c'est prêt, c'est prêt. Et je peux faire plein de squelettons, si j'ai envie, de belles animations qu'on retire pour l'accessibilité, n'est-ce pas? Les animations, pensez à tout le monde. Ok, donc optimisation, performance, tout ça.
bah, ça marche aussi avec ce type d'architecture. Stratégie de test. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une pyramide. La base de pyramide, c'est beaucoup de tests, et en haut, c'est pas beaucoup de tests. D'accord? C'est rien à voir avec le temps d'exécution. Ça, c'est une autre pyramide, mais finalement, on pourrait presque le faire aussi. Moi, je parle de test de comportement, ok? Parce que test unitaire, c'est... Souvent, on confond avec je teste unitairement une seule classe. Genre, j'ai une classe de mapper, bah, je vais tester cette classe-là qui fait juste du mapping. Et puis finalement, ce mapper tout seul, bah, ça n'a pas trop de sens. Moi, j'aime bien tester un comportement. Ok? Donc là, je vais tester mon use case, mon présenteur. Je vais mettre une petite doublure pour mon repo parce que j'ai pas envie de mettre l'infra pour appeler un vrai back-end. Donc ça, j'en ai beaucoup. Vraiment énormément. Ensuite, je vais avoir des tests d'accessibilité. On travaille pour le gouvernement, c'est public, tout ça. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. On doit être accessible. Donc là, je mets un coup de Playwright, Lighthouse. Je mets le threshold à 100 pour l'accessibilité. Puis bah, quand c'est pas à 100, bing, ça pète et on corrige. Ça, j'en ai pas mal quand même. Test end-to-end. Là, c'est pour un parcours. Ceux-là, ils sont chiants dans mon cas, parce que comme je vous l'ai dit, ça change très souvent. Et là, je me pose la question de carrément arrêter. Ça me fait un peu mal quand même, parce que j'aime bien mettre des tests, j'aime bien refactorer mon code, etc. Et donc, quand j'ai des ceintures, bretelles, parachutes, tout ce que vous voulez, quand je reterre une strat de test, ça m'embête parce que je suis un peu plus frileux à faire du refactoring. Mais bon, bah là, force est de constater que ça change tellement souvent que je remets un peu en question ça. Il en reste 2 dans la pyramide. À votre avis, c'est lesquels? Non. Ouais, presque. Mais t'as déjà gagné un bouquin, toi. Test manuel. Qui a dit test manuel? Bravo. Tu viendras me voir à la fin. Il en reste encore un autre. Non, ça c'est plus end-to-end, mais ouais. J'en ai parlé un petit peu. Composant. Qui a dit composant? T'as gagné un bouquin. Tu viendras me voir à la fin. En effet. Tests de composants, ça j'en ai vraiment pas beaucoup. Je vais mettre des tests de composants uniquement sur les composants qui vont être un peu compliqués. On a des enchaînements de quiz, par exemple. Ben, on va tester qu'on enchaîne bien, qu'on passe bien d'un quiz à un autre, que quand on répond faux, on a tel display, etc. C'est un peu compliqué dans le code. Donc là, on va un peu ceinture bretelle, on va faire ce test de composants. Et en effet, je parlais de nos PO et je l'ai critiqué avec le manifeste agile, mais il faut bien un petit peu, des fois, leur faire tester le truc. Hein, quand ils daignent nous écrire des user stories, bah après on peut dire, hey, tu peux tester, c'est dispo. Et même nous, on en fait un petit peu en tant que dev des tests manuels. Il y en a pas beaucoup, et puis vous savez que c'est un peu plus long aussi de tester manuellement. Je sais pas si vous avez déjà aussi... veille de prod ou jour de prod dit hey, ce serait bien de tester l'application, on va le mettre en prod, on se ferait pas une journée de test? Je comprends pas bien moi ça, mais ok, ça leur fait plaisir, bah faites une journée de test. Souvent on trouve pas, enfin j'espère pour vous, mais j'espère on trouve pas souvent de bugs à ce moment-là. Ou alors si on en trouve, c'est la panique à bord. Tout le monde sur le pont, on y va et tout. On travaille jusqu'à pas d'heure, vous inquiétez pas, il y aura des pizzas, ce sera cool. Il y a des... C'est ça une pizza team. J'ai plus de libre là. Je vais insister là-dessus, s'il vous plaît. De toute façon, j'ai les noms de tout le monde là. Et j'irai voir vos repos. C'est pas adapté à tous les projets ce que je viens de raconter. Ok? Si vous avez un CRUD à faire ou je sais pas, un portail qui va administrer de la donnée qui vient de votre base de données et que vous allez vraiment pas retraiter, mais juste afficher tel quel dans un navigateur. Faites pas ça. Enfin, vous allez glisser, et vous allez dire, oh putain, c'est chiant, il y a plein de classes à faire et tout, j'y gagne rien et tout. Bah ouais, en fait, vous y gagnez rien. Sur mon projet, j'ai pas de back for front non plus. C'est pour ça que j'ai mis un truc comme ça.
Si vous avez un back for front sur votre projet, c'est qu'a priori, il est fait pour votre front, et que les règles de présentation, les view modèles, tout ça, bah, ils sont servis par votre back for front. Il n'y aura pas les styles CSS dedans, hein, on est d'accord? Parce que le mobile, lui, il s'en fiche un peu hein, du CSS. Ok? Donc vous gardez ça simplement, vous pouvez tester. Voilà, dans mon cas, ça a super bien marché parce que j'avais un gros back-end qui faisait pas que bar front. Il m'a dit Dodo, j'ai pas envie de faire tout à ta place. Je suis d'accord. Débrouille-toi un petit peu. Voilà. Donc gros disclaimer, vous pouvez tester ça sur vos projets, ok, mais pas by design. Pas j'ai vu un super talk à Dijon au DevFest, il faut vraiment qu'on fasse ça. Non, vous en parlez avec vos camarades, vous pouvez tester sur un ou deux use cases pour vous faire la main, etc. si vous voulez. Mais pas d'emblée, c'est comme les libs. C'est pas de la hype. Et c'est tout pour moi. Dernière petite chose, vous avez 2 QR codes. Celui qui m'intéresse le plus, c'est c'est avec le feedback. C'est-à-dire, c'était trop bien et tout, continue. On arrête trop de te revoir, tout ça. Non, pour de vrai, s'il y a des trucs à améliorer, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire ou à venir me voir à la fin. C'est hyper précieux, je l'ai joué beaucoup de fois et ça n'a rien à voir depuis la première fois à aujourd'hui. Donc c'est important pour nous, speakers, de pouvoir s'améliorer. Et le deuxième QR code, c'est le lien vers le code source. Donc vraiment, vous pouvez le voir, c'est complètement open. C'est l'avantage de travailler pour BetaGouv. Donc si vous voulez voir les exemples de code, comment c'est structuré, voir que je vous ai pas menti, n'hésitez pas à aller fetch le repo, vous balader dedans, etc. pour vous en inspirer. Je sais pas, j'ai tout petit peu débordé, donc je sais pas si... Une seule question. Attention, the one. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Une. Il y a une sucette ou pas? Non? Je me demandais, est-ce qu'ils n'ont pas un mot sur l'architecture flux? Flow, ça fait appel au flux. C'est vrai. La place du store, Exactement. Alors, c'est un peu. Tu peux pas mettre de store. ouais. Et après, tu as utilisé Pinia partout. Pas partout. Non. La question était, pour ceux qui n'ont pas entendu peut-être au fond, c'est pourquoi tu fais pas un comparatif avec flux. J'aurais pu faire aussi avec Redux par exemple. Parce que je parle des stores, etc. Et en fait, j'ai pas besoin de manager le state, notamment, des composants. J'ai pas ces besoins-là. Et mon store, je l'ai pas partout. Je l'ai à un seul endroit. Et parfois, dans mon use case, je vais dire, je vais avoir un use case d'authentification. Et je vais avoir sauvegarde la session suite à l'authentification. Dans mon use case, je vais pas savoir que c'est Pinia, par exemple. C'est juste à l'implémentation que là, je vais brancher à Pinia. Tu pourras aller voir dans le code d'ailleurs comment c'est fait. Et tu verras qu'il n'y en a pas partout. Mon store, je l'appelle uniquement dans la vue s'il y a besoin. Et uniquement en termes de repository. C'est comme si c'était une base de données pour moi. C'est tout. Et voilà. Pas au sens composant du terme, par contre. La réactivité ne se fera pas avec le store. Si tu veux creuser le sujet, sur la chaîne YouTube Instant Coding, j'ai fait une vidéo là-dessus. Elle s'appelle Baissez vos stores, il va faire chaud. Et je parle de exactement ça, de pourquoi je les utilise, comment je les utilise, et ce que j'aime pas faire à travers les stores. Parce que très souvent, le travers, c'est qu'on va mettre beaucoup de choses dedans, plus que du stockage, et il va y avoir des règles sur lesquelles on va passer à côté, qui vont pas être testées, etc. Donc voilà, dans ce cadre-là, je préfère l'utiliser comme stockage. C'est un autre problème, je suis bien d'accord avec toi. J'ai répondu à ta question. Merci beaucoup.